À l'avant-dernière année de mes études classiques, j'ai décidé d'offrir, c'était en 1948, j'ai décidé d'offrir mes services au député au député provincial, de Roberval, M. Antoine Marcotte. Alors j'ai été, si vous voulez, engagé comme orateur, comme on appelait ça à l'époque. Et c'était très avantageux pour moi parce que le député Marcotte n'était pas très disert et après 10 minutes, il était complètement essoufflé. Alors c'est moi qui prenais le relais. Alors là, évidemment, avec l'enthousiasme, la jeunesse et puis la prétention que je pouvais avoir, je faisais des discours flamboyants et puis on avait de grosses assemblées. Hein. C'était très amusant à l'époque. Les gens venaient, les partisans, bien entendu. Et là, ça hurlait, les klaxons des voitures et tout ça. Alors, jeune comme moi, j'avais l'impression d'être une grande vedette. En plus, quand j'ai fait ma première campagne électorale, j'étais très jeune, j'avais eu le plaisir et l'honneur, comme on dit, de présenter le Premier ministre, M. Duplessis, le ministre Talbot, M. Duplessis, et à Roberval et à Chicoutimi, à l'occasion de l'Assemblée régionale. Alors le Premier ministre, évidemment, il avait l'œil, et puis il était très politicien, hein, et il m'avait fait demander après l'Assemblée, et il dit, mon petit Tremblay, là, quand tu auras fini tes études, viens me voir. On va parler de ça. Et c'est comme ça que, rendu à l'université, je fréquentais le Premier ministre. J'allais aussi souvent que je le pouvais assister aux séances de l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative, comme on disait à l'époque. Et puis, quand le Premier ministre, j'étais avec un de mes amis. Puis lui était de la région du comté de Dorchester. Alors, il est devenu juge plus tard, avocat et juge. Et alors, le Premier ministre, quand il nous voyait dans les tribunes et qu'il avait le temps, il nous faisait un signe. On se plaçait juste en face, dans la tribune, en face du Premier ministre. Il nous faisait un signe. Ça voulait dire, après la séance, descendez, puis... Alors là, on allait le reconduire à son appartement. Et quand il avait le temps, qu'il n'était pas trop fatigué, il nous faisait monter. Puis il nous servait de la crème glacée. Il nous faisait servir de la crème glacée, n'importe quelle heure. Et là, il nous parlait d'histoire politique. C'était, vous savez, une mine de renseignements. Il connaissait l'histoire. Il connaissait particulièrement très bien l'histoire nord-américaine et surtout l'histoire du parlementarisme anglais. Alors d'une chose à l'autre, bien, c'est comme ça que je me suis intéressé à la politique, jusqu'à ce qu'en 1958, je sois moi-même candidat. Je connaissais le Parlement québécois. J'aurais été porté à venir plutôt ici d'abord. Mais le Premier ministre m'avait fait demander, M. Duplessis. Alors, il m'avait dit, tu vas aller jouer dans la Ligue nationale. Tu vas apprendre qu'est-ce que c'est que la politique. Et il dit, après, tu reviendras. Puis il dit, on te fera élire ici. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était très judicieux son conseil. Parce que là, je me suis rendu compte que le Québec, ce n'était pas le Canada. Alors, ça m'a fait connaître le Canada, parce que la vision que j'avais du Canada, vous savez, était une vision, la vision étroite des nationalistes traditionnels, hein, avec toujours en arrière-plan cet antagonisme anglo-canadien, canadien-français, etc. Mais là, j'ai découvert des êtres humains avec des préoccupations politiques élevées, et non pas simplement les adversaires et les méchants anglais, comme très souvent l'histoire nous l'avait enseigné. Après ce moment-là, j'étais professeur, moi, à l'université, et j'ai repris mon enseignement. Mais au même temps, d'ailleurs un peu avant, en 1961, il y avait eu la convention, le congrès au leadership du parti de l'Union nationale. Et il y avait eu l'opposition, enfin la campagne, M. Johnson contre M. Bertrand. M. Johnson, qui était un homme très avisé, et un homme de relations publiques et un homme de contact humain, lui, il avait pris la peine, contrairement à son collègue, M. Bertrand, de venir avant
quelques mois avant, à Ottawa, rencontrer un certain nombre de députés conservateurs qui avaient été élus en 1958. Et là, il s'était déjà formé une équipe, un noyau, qui était à l'extérieur pour un temps, et dont il a récupéré un bon nombre de membres par la suite. Et c'est comme ça, moi, qu'il m'a recruté. Alors, il m'a demandé de travailler en qualité de conseiller. Alors, j'ai fait ça jusqu'en 1966, tout en assumant ma tâche d'enseignement. Et lors du congrès de 1965, où nous avons défini le programme du parti, ben là, on s'est rendu compte qu'on avait accompli énormément de travail, non pas seulement sur le plan des idées, mais sur le plan de la préparation d'une campagne électorale. Moi, ce que je puis dire, en toute simplicité, c'est que j'étais très intime avec Daniel Johnson. Je l'aimais beaucoup, j'avais une grande confiance en lui, et c'était réciproque. Mais M. Johnson était un homme qui ne se contentait pas d'un seul avis. Il aimait avoir l'opinion d'un peu tout le monde. Les opinions éclairées, entendons-nous là. Alors il naviguait, il magasinait des idées, comme on dit, puis des alliances. À certains moments, il prenait des positions que nous savions inspirées par quelques personnalités de Québec, de Montréal ou d'ailleurs, qui ne nous paraissaient pas aller dans la ligne de ce que nous préparions avec lui, de ce dont nous avions discuté avec lui. Alors là, des fois, il y avait des accrochages. Des fois, on lui disait, entre autres, il y avait Charles Pelletier, qui était un de ses grands conseillers. Il y avait Paul Grosdaillon, qui était journaliste et qui était un de ses conseillers. Alors, certains soirs, quand Daniel revenait de Montréal, alors il disait, vous savez, vous m'avez dit ça, mais je pense qu'on devrait plutôt aller dans la station. On disait, ah, tu t'es fait empoisonner par les gens de Montréal. Alors, il y avait toujours quelque chose à reconstruire. Mais le fond restait là, Avec nos idées, avec celles qu'il avait prises ailleurs, il érigeait une sorte de base politique. M. Johnson, vous savez, une personnalité forte, c'était un rassembleur, c'était un homme de conviction, d'idées, et c'est un homme qui avait un projet. Il voulait se faire élire. Il ne voulait pas simplement se faire élire. Il voulait continuer, poursuivre, il voulait agir de façon à ce que le Québec poursuive son évolution. M. Johnson avait été formé dans l'Union nationale de Duplessis, à l'époque où le grand cheval de bataille, c'était l'autonomie des provinces. M. Johnson arrivait à un moment où on pouvait franchir une autre étape. L'étape d'une affirmation nationale qui pourrait éventuellement aboutir à l'étape d'une souveraineté nationale. M. Johnson, dans les contacts privés, publics, vous l'avez connu, c'était un homme très amène, un homme agréable, un homme chaleureux, et un homme, quand on l'a connu intimement et qu'on a débarrassé son image de toutes les méchancetés et toutes les ombres qu'on y avait apposées, c'est un homme qui s'est révélé charismatique. Et il a petit à petit pris sur la population une très grande emprise. Il a fait l'unanimité autour de lui. De sorte qu'il a pu prendre le pouvoir en 1966 dans des conditions qu'on disait compromises. Quand la campagne électorale s'est déclenchée en 1966, nous savions déjà, par toutes nos tournées dans les régions, que le gouvernement de M. Lesage était très mal perçu. Il y avait énormément de grogne, de mécontentement. Vous savez, le gouvernement avait procédé très vite à de grandes réformes, des réformes nécessaires, mais il était allé très vite. Le gouvernement y avait engagé énormément d'argent. Et le fonctionnement était encore très chaotique.
c'était une machine qui n'était pas rodée et qui contraignait beaucoup les gens, simplement dans le domaine de l'éducation, par exemple. Les enfants qu'on avait déplacés, les collèges nouveaux qu'on créait, les nouveaux programmes éducatifs, ainsi de suite. Alors, il y avait énormément de grogne, de malaise, de mécontentement. Alors, nous savions tout ça. Hein? Alors, c'est en tablant là-dessus en nous interrogeant plutôt là-dessus, que nous avons décidé de mener des sondages. Pas de la façon scientifique dont on le fait aujourd'hui, mais c'était déjà quelque chose d'assez significatif ce que nous recueillions comme résultat. Alors, localement, ou à une échelle un peu plus élargie, nous consultions les gens, région par région, et même village par village. Et nous amassions des opinions. Alors on disait, tiens, le secteur mou ici, là, il y a un énorme mécontentement contre le Parti libéral. Alors nous faisions la pondération de tous ces éléments-là, tous ces petits renseignements qui nous étaient communiqués par des observateurs sur place. C'était des gens très simples. Alors, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, nous appuyant sur ces sondages que nous faisions, nous nous rendions compte que nous marquions des points. À telle enseigne que, en ce qui me concerne par exemple, à Chicoutimi, 15 jours avant l'élection, j'avais dit à M. Johnson, tu peux maintenant me demander de sortir du comté, chez nous, c'est fait. Le comté est acquis. Et je lui avais dit, le comté de Roberval est acquis. Celui d'Alma, celui de Lac-Saint-Jean, est acquis. J'ai dit, le comté de Dubuc, un peu moins sûr. Jonquière, nous ne le reprendrons pas. Quand j'étais député à Ottawa, par exemple, nous avions un salaire de 8 000 $ par année, en 1958, avec, au mois de décembre, une allocation de 2 000 $, comme ça, là, un forfait, pour couvrir ce qu'ils appelaient nos dépenses. Or, c'était absolument insuffisant, parce qu'on ne payait pas de résidence secondaire à Ottawa. On ne payait pas de secrétariat dans le comté. On ne payait pas de bureau dans le comté non plus. Tout ce qu'on nous fournissait, c'était du papier pour écrire. Des gommes à effacer, puis des trombones. Et nous avions un laissez-passer dans les trains. Alors moi, ça m'avantageait parce que je partais de Ottawa à Montréal, Montréal, Lac-Saint-Jean. J'arrivais à Chambord, où est la cour de triage. Alors ça, j'arrivais chez moi. Mais on ne nous payait pas les couchettes dans le train, ni les repas, bien entendu. Alors quand je suis arrivé à Québec, bien entendu, d'abord j'étais ministre, le salaire était plus important, quoique c'était 33 000 $ à l'époque de salaire. Mais nous avions, pas la première année, nous avons eu ensuite résidence secondaire. Nos bureaux, au début, on n'a pas assumé les frais de bureau de tous les députés. C'est venu un an ou quelques mois après. Et on nous a payé une résidence secondaire, l'organisation dans un comté, avec secrétariat. Mais c'était juste une personne, là. Et on payait aussi certains frais de voiture, surtout pour les déplacements de la circonscription à l'Assemblée nationale quand nous venions travailler en commission parlementaire. Et à cela s'ajoutait une petite allocation pour les jours de session. C'était 50 $. On s'adresse à vous pour n'importe quoi. On est des dépanneurs, un député est un dépanneur, c'est un agent de service social, c'est un confesseur, c'est n'importe quoi. Imaginez par exemple que des femmes appelaient à mon bureau demandant si je pouvais leur conseiller un médecin pour l'accouchement d'une de leurs filles. C'est des choses comme ça. Mais il ne faut pas s'étonner de ça, il ne faut pas se scandaliser de ça. Au contraire, c'est un signe de confiance. Il faut repousser ces demandes-là. Ce n'est pas aux députés de conseiller des médecins ou des avocats ou des professionnels. Mais c'était une marque de confiance. Mais évidemment, les grandes demandes, c'était l'assistance sociale,
c'était des demandes d'emploi, c'était des pensions, de ci ou de ça. Les gens confondant le fédéral, le provincial. On venait me voir, par exemple, pour des questions d'assurance chômage qui ne relevaient pas du provincial. Ensuite, il y avait des gens qui voulaient avoir du travail, il y a des gens qui voulaient avoir des contrats aussi, des entrepreneurs, petits ou gros. On nous demandait constamment, par lettre ou par visite, par contact, d'établir le lien entre l'administration et le citoyen. Alors évidemment, on écrit au ministre, on écrit aux fonctionnaires compétents, ainsi de suite, et on fait le contact, tout le temps. Et pour en arriver, vous savez, pour habituer les gens à la raison et à la tempérance dans leurs demandes, il faut être très direct et très franc et leur dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Les gens ne nous n'élisent pas le député pour être un législateur. Ils l'élisent pour qu'il fasse partie d'un gouvernement qui, lui, conçoit les lois et les applique. À ce point de vue-là, le rôle du législateur, du député, c'est d'expliquer la législation et de découvrir comment cette législation peut servir ses commettants. C'est une grande illusion de penser, par exemple, que tous les députés d'un Parlement, que ce soit ici ou à Ottawa, soient capables de légiférer. Vous connaissez la qualité des députés, chacun a ses qualités, chacun a ses expériences. Mais en ce qui concerne la conception des lois, c'est une minorité de députés qui sont aptes à y participer. C'est pour ça qu'il y a un Conseil des ministres, qu'il y a un exécutif, et c'est bien défini dans notre Constitution. Il y a un pouvoir législatif, ça c'est l'ensemble des représentants du peuple. De cet ensemble des représentants du peuple, on détache un certain nombre de personnes qui vont exécuter le pouvoir du législateur en concevant les lois, en les proposant à la Chambre, en les faisant discuter à la Chambre. Mais l'approbation finale, au moment où on soumet la question à la Chambre, elle revient au gouvernement. Le gouvernement fait approuver ces lois par ses députés, par la majorité, mais ce sont les lois qu'il a conçues. Et les députés disent oui. Alors, on dit souvent, vous savez, ce sont des rubber stamps. C'est vrai. Moi, ce qui m'intéressait d'abord, c'était de donner à cette ville de Chicoutimi, et à la circonscription, bien entendu, des institutions éducatives qui manquaient. Bon, on était dans la phase de la réforme de l'éducation. Il y avait eu le séminaire de Chicoutimi, le petit séminaire de Chicoutimi. Il fallait créer le cégep. Alors, nous avons créé le cégep. Je voulais aussi que les étudiants de Chicoutimi, de la région, aient l'avantage d'accéder au premier niveau universitaire sur place. Nous avons donc créé l'Université du Québec à Chicoutimi. Chicoutimi et la région sont extrêmement féconds en artistes, particulièrement en musique. Alors je voulais que les étudiants et les jeunes enfants de Chicoutimi puissent accéder à l'enseignement professionnel en musique à Chicoutimi. J'ai créé donc le Conservatoire de musique de Chicoutimi. Nous avons ensuite consolidé par la vente de l'ancien Hôtel-Dieu Saint-Vallier à une corporation civile, nous avons consolidé l'hôpital de Chicoutimi, qui est devenu un grand ensemble. Je voulais personnellement que cela devint un centre universitaire.
pour toutes sortes de raisons, des disputes internes, des rivalités, ça n'a pas été comme je le souhaitais. Avec mon collègue, le député de Dubuque, le docteur Boivin, nous avons créé l'hôpital psychiatrique de Chicoutimi-Nord, comme ça s'appelait à l'époque. Nous avons créé aussi un ensemble de foyers d'accueil. Moi, je l'avais refusé, j'avais dit à M. Johnson, je suis trop jeune, je n'ai pas l'expérience administrative, je suis du monde de l'éducation, et toutes les réformes qu'on a faites, notamment la création en 1964 du ministère de l'Éducation, font que je ne suis pas préparé pour ça. Ça m'apparaît comme pardonnez l'expression, un grand merdier. Toutes les structures se préparaient, on en avait mis en place, on essayait ci, on essayait ça, et c'était une des sources du grand mécontentement des citoyens. Et en toute sincérité et objectivité, à l'âge que j'avais, et n'ayant pas d'expérience administrative, je n'avais pas encore la stature pour occuper un poste de cette importance. Alors j'avais demandé à M. Johnson d'obtenir le ministère de l'Agriculture, de l'Agriculture, qui me paraissait à mon échelle. Administrativement, ce n'était pas un énorme ministère, et c'était un domaine que je connaissais. Puis ce n'était pas un domaine abstrait, un domaine concret. Il fallait, après toute cette période, si vous voulez, de défrichement de la terre, d'installation des cultivateurs, après toute cette exaltation de la vocation terrienne, il fallait quand même penser à concevoir des politiques agricoles. Mais des politiques agricoles à fondement très scientifiquement économique et technique aussi. Malheureusement, M. Johnson a été obligé de refuser parce qu'il avait recruté comme candidat M. Clément Vincent, qui était député de Nicolette à Ottawa, qui s'était fait réélire d'ailleurs, et Clément Vincent avait une formation technique en agriculture, il avait lui-même une ferme, et je pense bien que M. Johnson, pour le recruter, s'était engagé auprès de lui. Bon, je dis très bien. Je n'en faisais pas un drame. Alors il m'a dit, écoute, je vais te demander une chose. Il dit, acceptes-tu les affaires culturelles? Ben, j'ai dit, grand Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Parce que j'ai dit ça, c'est à ma mesure. Je suis un homme du monde de l'éducation, je m'intéresse depuis il y a des années, depuis le début de ma vie, à la question culturelle et ainsi de suite. J'aime beaucoup ce domaine-là. Et ça m'allait naturellement, je pense, à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas tellement de choix pour un ministre de la culture. Oh, moi, je dis très bien, je suis très content. Il dit, tu n'as pas de regrets, tu ne prends pas ça un peu mal. Ben, je dis au contraire, je suis très enthousiaste. Je suis même très fier de l'être. Maintenant, j'ai dit, je prendrai ce ministère à une condition, c'est de faire tout le mandat comme ministre. Le bilan aux affaires culturelles, je vais vous dire, ne m'a pas satisfait. Je voulais faire beaucoup plus que ça. D'abord, quand je suis arrivé au ministère des Affaires culturelles, sans lancer la pierre à mes prédécesseurs, le ministère n'existait vraiment pas. C'était une structure sur papier, avec un commencement d'organisation, et sans budget. Et le problème, et c'est pour ça que j'avais demandé à M. Johnson de ne pas me déplacer en cours de mandat, c'est que ce ministère-là avait eu 2 titulaires qui avaient chacun 2 ministères. M. Lapalme était procureur général, ministre de la Justice, et M. Laporte était ministre des Affaires municipales, ce qui est un gros ministère, surtout qu'on réorganisait la structure municipale. Et il ne venait même pas au ministère, toutes les choses allaient se régler en bas à son bureau du ministère des Affaires municipales. Le budget était très pauvre, 7 millions. Tout de suite, la première année, je l'ai fait passer à 26 millions. Et avec une progression que nous avions programmée.
Alors, il fallait concevoir le ministère en termes de structure. Il y avait déjà toute une série de directions générales, de services, mais il y avait des chevauchements. Vous savez, le ministère des Affaires culturelles avait été constitué d'une série de morceaux pris au secrétariat de la province, à l'éducation, au tourisme. Enfin, c'était un amalgame de toutes sortes de choses dont on ne savait pas trop quoi faire, qu'on ne savait pas où loger. Alors, il fallait concevoir une politique structurée. Alors, j'ai axé la politique du ministère des Affaires culturelles au début sur la décentralisation de la culture, en lançant un vaste programme de diffusion de la culture. Ça, c'était l'objectif général. Mais en même temps, il fallait voir quelles étaient les structures, les instruments culturels. Le béton, là. Bon, le Grand Théâtre de Québec, on fait construire. Nous avons fait terminer la construction de la Place des Arts de Montréal. J'ai créé, par exemple, la Bibliothèque nationale, en réunissant la bibliothèque Égidius Fauteux, la bibliothèque Saint-Sulpice, ce qui existait ici à Québec, et ainsi de suite. Alors là, on a créé l'institution de la Bibliothèque nationale. Il fallait penser pour ça aux compagnies de théâtre, qui vivaient de dépannage. C'est encore le cas d'ailleurs. Moi, je voulais créer un théâtre national, théâtre d'État, à l'instar de la Comédie Française. La même chose, créer un opéra national. Nous avons créé l'Opéra du Québec, qui finalement est devenu l'Opéra de Montréal, mais ça, ce n'était pas mon plan, du tout. Moi, je voulais que le ministère des Affaires culturelles cessât d'être un organisme de dépannage. Mais je ne voulais pas, par exemple, et ça, je m'y suis opposé férocement, je ne voulais pas que le ministère des Affaires culturelles devint quelque chose entre les mains d'un Conseil des arts irresponsable. Parce qu'à partir du moment où vous demandez à un groupe de citoyens réunis dans un Conseil des arts et de la culture de décider des subventions, vous perdez complètement le contrôle sur les politiques.